Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Nous allons attendre quelques instants que d'autres personnes nous rejoignent, se connectent. J'invite les personnes qui sont déjà présentes, et je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, à nous dire dans la partie chat de Livestorm si elles nous entendent bien, si elles nous voient bien. Lionel me dit impec, c'est super. Tan aussi, bienvenue. Tout passe très bien. Sabrina, bonjour. Sabrina, vous étiez très en avance. Je pense que vous avez impatience que le webinaire commence. Elsa également, on entend bien. Emmanuel, ok. On va patienter encore une petite minute que davantage de personnes nous rejoignent. Je me recoiffe en attendant, comme ça. D'accord, Sabrina, vous avez un impayé en cours. Eh bien, ça tombe bien, ce webinaire va justement répondre à vos questions. En dernière partie, je tease un petit peu, mais monsieur Maître Cotinet, Olivier et Audrey vont pouvoir justement répondre à vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à les poser à ce moment-là. François nous dit que tout est OK. Il est 18h02, on a attendu une minute de plus. Ce que je vous propose, c'est de commencer ensemble. Donc, tout d'abord, bienvenue à tous dans ce webinaire consacré au recouvrement de vos factures impayées. Donc, je me présente, je m'appelle Nicolas Lochon, je suis Community Manager pour le portail Auto-entrepreneur et également administrateur du groupe Facebook La Communauté des Auto-entrepreneurs. S'il y a des membres, eh bien, je les salue. Il y a quelques semaines, justement, je vous avais partagé un sondage qui concernait les impayés, et notamment à combien s'élevait en moyenne votre taux d'impayé sur l'année. Donc, nous avons eu beaucoup de réponses, donc je vous en remercie dans un premier temps. Et c'est ce qui nous a amené, en fait, à l'idée d'organiser ce webinaire, donc dédié aux factures impayées, et surtout, comment y faire face. Donc, nos invités, je vous les présente. Nous avons Audrey Lagerquist, donc responsable de la plateforme e-recours. Audrey, bonjour. Bonjour. Et nous avons également Maître Cotinet Olivier. Bonjour à vous. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci d'être présent avec nous. Tout d'abord, je vais vous expliquer également l'outil. Donc, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir interagir directement, directement dans l'onglet chat que vous trouvez à droite de votre écran. Donc, vous pouvez poser vos questions comme certains l'ont déjà fait. Et nous allons y répondre en mettant en évidence votre question à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je vous propose, pour commencer ce webinaire, une statistique. En moyenne, un auto-entrepreneur compte jusqu'à 4 factures d'un montant moyen de 750 €, ce qui, sur une année, va représenter 3 000 € d'impayés. Voilà, c'est une réalité. C'est une réalité qui, bien sûr, fragilise les auto-entrepreneurs et qui peut, bien évidemment, mettre en péril votre activité. Pour autant, ce webinaire va vous prouver que ce n'est pas une fatalité et qu'il existe des solutions. Je vais vous présenter donc le sommaire qui va nous permettre d'échanger sur qu'est-ce qu'une créance, quelles sont les différentes étapes d'une procédure de recouvrement et surtout, comment se faire aider et accompagner pour recouvrer ces impayés. Je vais d'abord me tourner vers notre première invitée, Audrey. Audrey, je rappelle, représentante d'e-recouvre. Audrey, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous définir, en fait, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une créance ? Alors, c'est une bonne question parce que, en fait, pour bien comprendre l'impayé, il faut revenir un petit peu avant dans la relation et on va se resituer au moment où, avec votre client, vous tissez le contrat. C'est-à-dire votre client, on va dire ici, là, sur la slide qui est présentée, on le voit très bien. B, il achète des marchandises à A. A lui a fourni un devis.
sur ces marchandises. B a accepté ce devis. A, il du coup livre ses marchandises. Et B, malheureusement, ne va pas le payer. Donc, A, on dit que A, dans cette relation, va être créancier, puisqu'il a délivré il a délivré des biens qui n'ont pas été payés. Donc, on lui doit quelque chose. B, en revanche, on lui a livré des marchandises, mais il n'a pas payé et on le nomme un débiteur. Et en fait, la créance qui va représenter votre titre de créance, c'est la facture. C'est elle qui va permettre de prouver que B vous doit une somme d'argent. Et c'est votre créance. Et c'est ça qu'on appelle une créance. Et donc, une créance impayée, c'est l'hypothèse où la créance n'a pas été payée comme son nom l'indique. Voilà, c'est ça une créance. Entendu. Il y a 3 manières également de prouver justement cette créance. Est-ce que tu peux nous les détailler, Audrey? Oui, alors effectivement, en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que et c'est vraiment important quand on est face à un impayé de la part de son client, c'est qu'il faut essayer d'avoir des moyens de preuve de sa créance. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la preuve par excellence. C'est celle qui n'est pas contestable, celle où vous pouvez être sûr que si demain vous devez aller en justice, vous pourrez obtenir, en tout cas le juge pourra en apparence délivrer une ordonnance et demander à votre débiteur de vous payer. C'est le devis signé, les conditions générales de vente signées ou le contrat signé. Alors, les auto-entrepreneurs, en règle générale, généralement, n'ont pas beaucoup de documents contractuels parce que ça demande du temps de rédiger un contrat ou de rédiger des conditions générales de vente. Sachez que le devis signé, juste le fait d'avoir fait un devis et que le débiteur ait mis sur le devis une signature, éventuellement un bon pour accord et une date, ça va être suffisant pour constituer une preuve. Après, il y a éventuellement la preuve recevable. Là, c'est des échanges écrits. On n'a pas de signature du débiteur, mais on a quand même un échange écrit dans lequel le créancier et le débiteur vont en tout cas indiquer qu'ils sont d'accord sur les conditions d'une prestation. C'est l'exemple type du client qui vous a demandé une prestation par mail. Vous lui avez répondu, il vous a dit OK, tout est très bien, ça me va bien, le prix me convient. Et dans ces cas-là, on a une preuve qui est quand même recevable. Ou par exemple, du client à qui vous avez fait une prestation et qui vous envoie un mail en vous disant « Ah, je suis désolée, j'ai bien reçu votre prestation, mais par contre, je ne peux pas vous payer maintenant. » Dans ces cas-là, vous avez une preuve qui n'est pas une preuve par excellence, parce que vous n'avez pas de devis signé, mais par contre, qui est quand même recevable, qui peut être recevable. Et puis, il y a la preuve minimum. Et là, c'est en gros, ça montre que vous avez, on va dire, une relation commerciale avec votre débiteur. Donc, vous n'avez pas vraiment par écrit le fait que vous avez livré une prestation ou le fait que le débiteur ne souhaite pas vous payer. Mais en tout cas, vous avez des écrits qui montrent que vous avez une relation commerciale avec votre débiteur. Donc, c'est important de collecter ces éléments de preuve, de savoir que vraiment, juste avec un devis signé, on peut déjà avoir une preuve par excellence. C'est pas grand-chose, mais à la fin, ça fait quand même beaucoup. Donc, vraiment, il y a vraiment un point sur lequel qui est important à retenir dans cette présentation, c'est faites signer tous vos devis. Faites des devis et faites-les signer. Ça, c'est vraiment très important. Je me permets, Audrey, Oui. je vais prendre une première question d'Emmanuel qui demande si, dans notre présentation, il s'agit de ou et pour l'épreuve. Et je dirais encore plus loin, est-ce qu'il existe une preuve qui revêt davantage de poids qu'une autre, en fait, sur laquelle les auto-entrepreneurs devraient être plus attentifs? Alors, c'est pas du additionnel, c'est pas et c'est pas la preuve par excellence, c'est pas un devis signé plus des conditions générales de vente signées plus un contrat signé. À partir du moment où vous avez l'un des trois, vous avez une preuve que votre créance existe et qu'à un moment donné, vous vous êtes mis d'accord avec votre débiteur sur cette prestation et sur son prix. Ceci dit, bien évidemment, quand on a la combinaison de plusieurs preuves, on prend un léger avantage.
Donc, c'est important d'essayer d'en avoir le maximum. À minima, je dirais que le devis signé est parfaitement recevable et à la même valeur que des conditions générales de vente signées ou un contrat signé. D'accord? C'est Donc, juste que un le autre contrat entrepreneur ou la… devrait se concentrer sur le devis signé. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que les conditions générales de vente ou le contrat vont définir un peu plus les contours, on va dire, de la relation et vont vous permettre justement de définir. C'est très important, par exemple, sur les livraisons de prestations de services, parce qu'on va pouvoir indiquer les conditions dans lesquelles on va pouvoir livrer la prestation. Donc, je pense que… Au niveau des preuves, nous avons fait le tour. On va donc maintenant passer aux deux types de débiteurs. Donc, nous retrouvons les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Audrey, en fait, quelles sont les différences? Alors, là aussi, c'est encore un élément assez important. Et à côté du devis signé, j'ai envie de dire, il faut vraiment identifier qu'est-ce que c'est, quel est son type de débiteur, parce que en fonction du type de débiteur, on va pas agir. Si demain vous devez utiliser la voie de droit, c'est-à-dire si demain vous devez aller en justice pour demander votre créance, vous n'allez pas utiliser le même tribunal. Vous n'allez pas vous demander faire votre requête auprès du même tribunal. Dans le cas d'une personne physique, c'est-à-dire votre débiteur est un particulier. Dans ce cas-là, on est face à une créance civile et on va du coup faire sa requête auprès du président du tribunal judiciaire. Ça, c'est si on est face à un débiteur qui est une personne physique, un particulier. Si on est face à une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, une société, dans ces cas-là, vous êtes face à une créance commerciale et dans ces cas-là, c'est le président du tribunal de commerce qui sera compétent dans l'hypothèse où vous lancez un recouvrement judiciaire ou en tout cas, vous avez besoin de vous appuyer de la justice pour pouvoir recouvrer votre créance. Voilà. Entendu. Bon, je pense que la différence est assez claire. On va maintenant aborder eh bien, la procédure de recouvrement. Je coupe Nicolas juste pour apporter une petite précision. Imaginons, vous avez traité avec un auto-entrepreneur. Donc, vous savez que le statut d'auto-entrepreneur peut parfois être confondu avec le statut de personne physique. Ça reste une société, donc c'est pareil, ça sera tribunal de commerce. D'accord? Si votre débiteur, c'est aussi un auto-entrepreneur, dans ces cas-là, c'est pareil, c'est tribunal de commerce. Entendu. Je pense que c'est assez clair. Du coup, on va maintenant aborder la procédure de recouvrement. Donc, celle-ci, elle est en 3 phases. Est-ce que tu peux nous les identifier, Audrey? Oui, alors, il faut savoir que le recouvrement, on ne va pas directement en justice et l'intérêt, c'est aussi de préserver les relations avec son débiteur. Et du coup, la première phase, on va d'abord commencer par une phase amiable. Et dans tous les cas, cette phase, il faut savoir qu'elle est obligatoire avant même d'engager une phase judiciaire. Donc, on ne peut pas engager une phase de procédure, un recouvrement judiciaire sans avoir fait un recouvrement amiable au départ. Parce qu'il faut prouver que on a essayé d'obtenir le paiement par au moyen de relance qui sont faites auprès du débiteur. Donc, la phase amiable, elle consiste à relancer formellement son débiteur. Et je vous explique un petit peu comment ça se passe sur la slide sur la prochaine slide. Une fois qu'on a passé la phase amiable, si on n'a toujours pas de paiement, ça peut arriver. Bien que la phase amiable est une phase dans laquelle, généralement, on arrive à obtenir un paiement. En tout cas, dans 90% des cas, on obtient un paiement du débiteur en phase amiable. Dans le cas où la phase amiable n'aboutit pas, on a la possibilité de lancer une phase judiciaire qui consiste à demander en justice la condamnation du débiteur au paiement de la facture. Et cette phase judiciaire, elle peut revêtir 3 formes que Monsieur Cotinet, Maître Cotinet, en tout cas Olivier, va nous présenter tout à l'heure. À côté de ça, donc une fois qu'on a demandé en justice la condamnation du débiteur, parfois le débiteur, suite à cette condamnation, va s'exécuter, mais parfois non. Et dans ces cas-là, il faudra engager une phase d'exécution. Et c'est là que on va aller chercher l'argent directement sur les biens ou sur le compte bancaire du débiteur. Voilà. Entendu. Alors, on a plusieurs questions déjà qui nous sont remontées en parallèle. Je vais juste en prendre une pour ce cas-ci. Dans la phase amiable, est-ce qu'on peut demander des pénalités, nous demande Lionel.
Le reste des questions, on y répondra plutôt en fin, durant le temps justement alloué. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, justement. C'est bien, il n'y a que des excellentes questions. En fait, oui, on peut demander… Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que en bas… Alors, vous ne pouvez demander des pénalités qu'à partir du moment où sur votre facture, il y a des pénalités de retard qui sont inscrites. Donc, vous ne pouvez pas demander, ou en tout cas, c'est prévu dans votre contrat. Si vous n'avez pas prévu de pénalité de retard, dans ces cas-là, ça va être compliqué de les demander. Par contre, effectivement, vous pouvez les demander en phase amiable. Ceci dit, moi, enfin, en tout cas, nous, on privilégie chez Recours, c'est que quand on a déjà du mal à obtenir le paiement, c'est compliqué en plus de demander les pénalités de retard et nous, on privilégie plutôt de les demander sur la phase judiciaire. Par contre, effectivement, c'est tout à fait possible, on peut demander les pénalités de retard à partir du moment où, comme sur la facture, c'est indiqué le paiement est en retard, il est indiqué sur la facture que vous pouvez demander les pénalités de retard. Donc voilà, donc parfaitement, on peut demander les pénalités de retard en phase amiable. Entendu. On va avancer du coup justement sur davantage de précisions concernant le recouvrement à l'amiable. Alors, donc là, on a un schéma. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un schéma qui est un schéma assez classique de recouvrement amiable. Ceci dit, il faut savoir que ce schéma-là, il peut être vraiment adapté en fonction de la situation parce que toutes les situations de recouvrement sont différentes. Vous allez avoir des débiteurs qui vont être différents, des situations qui vont être aussi différentes. Et donc, du coup, ça, c'est un schéma général. Après, il existe plein de schémas différents. En règle générale, on va faire 2 courriers de relance, éventuellement 3. Et on va, dans ces courriers, être un peu graduel dans la façon dont on approche le débiteur. Au début, on va être assez sympa. On va lui dire bon, vous n'avez pas payé votre créance. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, payer cette facture dans les plus brefs délais? Et puis, si on n'obtient pas de paiement, dans ces cas-là, on va relancer, mais là, on va être un petit peu plus… on va vraiment commencer à exiger le paiement dans un délai qui sera de plus en plus court, en sachant que sur toute la phase amiable, il faut quand même démontrer, si on va en phase judiciaire, qu'on a laissé un délai raisonnable au débiteur pour s'exécuter. On peut faire autant de courriers de relance qu'on le souhaite, et pourquoi ils recouvrent en fait 2 ou 3? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, bon, déjà, ça permet d'avoir une phase amiable qui fait quand même 30 jours. C'est nous à peu près notre phase amiable, elle fait à peu près 30 jours. 30 jours, c'est un délai raisonnable pour le débiteur. C'est un délai qui aussi est suffisant, en tout cas est raisonnable aussi pour le créancier pour attendre son paiement, mais au-delà, on trouve que ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est pour ça nous, notre phase amiable, elle fait 30 jours. Mais après, comme je vous disais, en fonction de la situation, ça peut évoluer. Donc voilà. Et donc, on peut éventuellement faire 3 courriers de relance si on le veut. Ceci dit, au bout d'un moment, on va vraiment envoyer la mise en demeure. Et dans la mise en demeure, elle se fait par courrier accusé de réception. On y met des mentions particulières. Et là, on va vraiment demander au débiteur de s'exécuter. Et à défaut de quoi, on le menace d'engager des poursuites, en tout cas d'engager un recouvrement judiciaire. Pendant toutes ces phases, pendant tous ces steps-là du recouvrement amiable, bien évidemment, on est aussi en contact avec le débiteur de manière permanente et avec le créancier pour relancer aussi le débiteur par téléphone, essayer aussi de trouver une solution à l'amiable. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle phase amiable. Donc, je rappelle, tu l'as dit un petit peu plus en avant, une statistique importante qui a souligné, c'est que concernant la phase amiable, 90% des créances en fait peuvent se régler durant cette phase. Et c'est important puisque ça permet de trouver des solutions dès ce stade et de ne pas endommager les relations commerciales qu'un auto-entrepreneur peut avoir avec ses clients.
Oui, et aussi, en fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de factures impayées qui sont juste dues à des simples retards de paiement, mais des retards de paiement dont la source se trouve dans le simple fait qu'une personne n'a pas communiqué la facture au service concerné. Donc, c'est juste que la comptabilité n'a pas eu la facture. Et donc, juste le premier courrier de relance, en fait, va juste déclencher le paiement. Donc voilà. C'est aussi la raison pour laquelle la phase amiable fonctionne bien, parce que déjà, il y a 9 entreprises sur 10 qui sont solvables, en réalité solvables lors des phases de recouvrement. Et puis, on a effectivement parfois des entreprises qui oublient de payer une facture et ça arrive. Entendu. Audrey, tu as relevé également des règles d'or. Est-ce que tu peux nous les préciser justement? Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience et en étant on va dire, à la croisée des chemins entre le créancier et le débiteur tous les jours, on a un peu identifié des règles d'or et des règles à suivre quand on est face à un débiteur qui est récalcitrant et qui ne souhaite pas payer. Déjà, l'important, c'est de bien identifier la raison du retard de paiement. On maximise ses chances si on identifie bien pourquoi le paiement n'est pas intervenu. Donc, ça peut être parce que tout simplement, le client a des difficultés financières. Soit il a oublié de payer, c'est ce que je citais tout à l'heure. Soit il conteste la prestation. Il peut aussi être de mauvaise foi et selon en fait la raison, on va pas avoir la même approche du recouvrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des difficultés financières, on va essayer de voir comment est-ce que de manière amiable, on peut obtenir le paiement, soit en échelonnant le paiement, soit en scindant avec lui un protocole d'accord, soit en consentant un petit rabais sur le prix, ce qui m'amène au deuxième point, qui est de rester flexible et d'adapter la solution en fonction de la situation. Et c'est pour ça qu'on propose, nous aussi, régulièrement chez Recouv, des protocoles d'accord ou des échéanciers et qui permettent vraiment de trouver une solution qui est acceptable pour le débiteur, mais aussi pour le créancier et qui n'entache pas la relation avec le débiteur, puisque c'est aussi ça la phase amiable, c'est justement de trouver une solution qui respecte en fait cette relation commerciale que vous avez avec le débiteur. Le troisième point, c'est effectivement comme je le disais, de privilégier la voie du règlement à l'amiable autant que faire se peut. C'est vraiment important. Et puis, c'est vrai que aller au judiciaire, ça suscite généralement de l'angoisse. C'est des procédures qui sont un petit peu plus longues, plus procédurières, et bien évidemment, ça peut un peu faire peur aux débiteurs. Donc, ça entache quand même vraiment beaucoup la relation. On adapte aussi le discours à l'interlocuteur et à la qualité du débiteur. On ne va pas parler de la même manière à un débiteur qui est un particulier ou une personne physique au comptable d'une entreprise ou d'une grande entreprise qui a juste oublié de faire le paiement. Donc, on va vraiment adapter son discours en fonction de la qualité du débiteur. Ensuite, autre élément très, très important, c'est de demander un maximum d'écrits. Donc, tous les écrits, on les conserve. C'est exactement pour les raisons de preuve que je vous évoquais au début. C'est vraiment important de conserver tous les éléments écrits. Et quand vous voyez que le débiteur vous commence à vous parler de difficultés financières, commence à contester les prestations, là, commencez à juste par mail. On essaye de maximiser l'écrit au maximum de manière à obtenir des réponses vraiment plus par mail. Et là, j'ajouterais privilégier le mail au SMS, juste pour la valeur probante en fait. Un mail a toujours plus de valeur probante qu'un SMS. Et puis, bien évidemment, avoir des courriers de relance et des mises en demeure bien rédigées dans lesquelles les délais sont vraiment explicitement écrits, où vous définissez vraiment les conditions de ce qui va se passer si le débiteur ne paye pas. Donc, je répète, tu as dit un élément important, c'est que l'email avait une valeur plus importante que le SMS. Donc, à noter pour les auto-entrepreneurs, faites vos échanges par email. Oui.
Alors, ça sera recevable, mais en fait, le problème du SMS, hein, c'est que ça demande, et Monsieur Cotinet, Maître Cotinet va me confirmer ça, mais ça demande d'être constaté par l'huissier, en fait, l'SMS. Et du coup, Est-ce que c'est considéré comme un accusé de réception, je pense, quand on envoie un courrier, par exemple Maître Cuisinier, peut-être, savez-vous? Pour le SMS, c'est ça? Pour l'échange par SMS? Oui, Oui. Olivier, est-ce qu'un SMS, justement, est pas considéré comme une preuve suffisante et que le mail est plus comme un accusé de réception? C'est un commencement de preuve, c'est un début de preuve, mais pour être sûr en fait que l'on puisse s'en prévaloir en justice pour obtenir ensuite une décision de justice, il faudra apporter la preuve que la personne qui vous a adressé le SMS, c'est bien la personne qui est titulaire de la ligne avec laquelle vous avez une relation commerciale. Alors que sur un email, on a déjà le nom qui est dans l'adresse email, et puis souvent les emails sont signés. Donc effectivement, il faut privilégier. Dans l'absolu, c'est un début de preuve, mais Audrey a raison, ce sera le mail qui sera privilégié par rapport au SMS. Entendu. Audrey, je reviens vers toi. Tu Oui. parlais d'échéancier tout à l'heure, justement, Oui. dans les règles d'or. Moi, je me mets à la place d'un AE. Je suis en attente d'un impayé, j'ai mes déclarations de chiffre d'affaires à faire. En plus, justement, on est en pleine période de déclaration mensuelle et trimestrielle. Comment ça se passe concrètement, du coup, pour ma déclaration? Si cette créance, elle est faite en plusieurs fois, comment est-ce que j'indique à l'URSSAF? Comment ça se passe concrètement? Alors, la règle pour les auto-entrepreneurs, et ça, je pense que Nicolas, vous avez beaucoup de questions sur les réseaux sociaux sur On a ça, beaucoup de questions. mais la règle, c'est qu'on ne déclare que le chiffre d'affaires qui est encaissé. Donc, mettons, vous avez fait une facture de 1 000 euros. Cette facture de 1 000 euros est impayée. Tant que vous n'obtenez pas de paiement, déjà, vous ne la déclarez pas. Vous ne déclarez pas ces 1 000 euros, vous ne les avez pas encaissés, donc vous ne les déclarez pas. Si vous faites un échéancier, je sais pas, vous faites un échéancier en 4 fois 250 euros par mois, et ben dans ces cas-là, vous déclarez les 250 euros, en tout cas ce qui aura été encaissé. D'accord? Mais vous ne déclarez pas le chiffre d'affaires qui n'a pas été encaissé parce que, en fait, le problème, c'est que si vous commencez à déclarer une facture qui n'a pas été payée, ben vous payez des charges sur une facture dont vous ne savez même pas si elle va vous être payée dans le futur. Donc vraiment, ne déclarez pas des factures qui ne sont pas payées. Déclarez juste que vous avez encaissé. Entendu. Et ça vous évitera de payer des charges sur des paiements non obtenus. Petite précision, deux précisions encore ici importantes. Vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur votre débiteur. Parfois, les débiteurs peuvent faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Et dans ces cas-là, ça va un petit peu nous limiter dans l'obtention du paiement. Donc, il faut essayer de se renseigner parce que dans ces cas-là, il faut agir assez vite. Donc voilà, renseignez-vous et généralement, vous pouvez sur les sites qui sont le BODAC, les sites de l'INSEE, avoir assez rapidement ces informations. C'est publié en fait quand une société est en redressement ou liquidation judiciaire ou en procédure de sauvegarde. Donc vraiment, allez vous renseigner. Imaginons, vous êtes dans l'impossibilité de recouvrer votre créance. Parce que la société en face de vous a fait faillite, eh ben, il y a des organismes qui peuvent vous délivrer un certificat d'irrecouvrabilité et qui va permettre d'inscrire la créance impayée dans les pertes. Alors, sur les auto-entrepreneurs, c'est pas un document qui va être très, très utile parce que vous ne déclarez pas de perte. Mais par contre, si vous évoluez vers un statut de société, ça peut être intéressant de le savoir. On peut délivrer des certificats d'irrecouvrabilité. Voilà. Merci Audrey. Et les cabinets d'avocats, les cabinets aussi d'huissiers peuvent les délivrer. Entendu, très clair. Et justement, tu commences à rentrer dans les termes un petit peu plus techniques. Oui. Ce que je propose, c'est qu'on passe aux deux autres phases avec vous, Olivier. Donc, je rappelle, vous êtes huissier de justice. Si aucun accord à l'amiable n'a pu être trouvé, on passe donc à la phase de recouvrement judiciaire ensuite. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces deux phases? Oui, bien sûr. Alors, le recouvrement judiciaire va commencer par la prise d'une décision judiciaire, l'obtention d'une décision judiciaire.
Alors, qu'est-ce que c'est une décision judiciaire? Ça va être une décision de justice qui va condamner votre débiteur, comme l'a expliqué tout à l'heure Audrey, au paiement de la somme. Alors, de quelle manière obtient-on une décision de justice? Il y a principalement deux manières, et ensuite, il y a un troisième cas un peu plus exceptionnel, où on va d'abord agir, et ensuite, on obtiendra la décision de justice. Alors, les deux manières principales, c'est l'obtention d'une décision par l'ordonnance d'injonction de payer, et ensuite, l'obtention d'une décision de justice en saisissant le tribunal au fond. Alors, je vais brièvement vous parler de ces deux types de décisions, et dans les cas également, les cas dans lesquels on se présente plutôt vers un type d'obtention plutôt qu'un autre. L'ordonnance d'injonction de payer, c'est une procédure rapide, peu onéreuse, qui est prévue dans le Code de procédure civile et qui permet, en déposant un dossier devant le juge, d'obtenir rapidement une décision qui est non contradictoire. Donc, la partie adverse ne sera pas appelée à faire valoir ses arguments. En contrepartie, votre dossier doit être incontestable. Donc, ça vient faire écho à ce que disait tout à l'heure Audrey. Ça va être le cas où l'on a un devis signé, où l'on a un bon de livraison ou un bon de service effectué, et qu'après une première relance ou plusieurs relances qui sont restées vaines, on vient déposer le dossier devant le juge via un document qu'on appelle une requête. Donc, c'est assez simple. On identifie le nom du demandeur, du débiteur, et puis on vient indiquer pour quelle raison on réclame cette somme d'argent. Donc, on va mettre le contrat ou le devis, et ensuite, on mettra les vaines relances qui n'ont pas eu effet. Alors, le timing, hein, si je puis dire, est assez court. Le temps de réponse du tribunal est d'environ 3 à 4 semaines. Donc, c'est une moyenne. Il y a des juridictions qui vont un peu plus vite, puis des juridictions qui sont un petit peu plus longues. Donc là, vous aurez obtenu déjà votre décision de justice. La deuxième manière d'obtenir une décision de justice, c'est assigner votre débiteur au fond. Alors, c'est une procédure assez classique en France, dès lors qu'on n'est pas dans une matière contractuelle pure et dure, ou dès lors qu'on est dans une matière contractuelle, mais que l'on n'a pas réussi à obtenir tous les éléments incontestables tels qu'on peut les produire pour l'ordonnance d'injonction de payer. Cette procédure va déclencher un débat dit au fond, où le magistrat sera amené à trancher. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça va permettre de créer le débat avec votre débiteur. L'inconvénient, c'est que ça va lui laisser aussi également la possibilité de pouvoir faire valoir ses arguments. Donc, peut-être également de ne pas pouvoir vous faire partie, tout ou partie de votre créance. Et il faudra apporter beaucoup plus de preuves. Donc, on sera dans le cas où vous avez, par exemple, juste des échanges de mails ou des échanges de SMS, où vous n'avez pas réussi à fournir le contrat de manière complète. Quand bien même, vous auriez tout de même apporté la livraison de la chose ou la production du service, mais que vous n'avez pas gardé de preuves. Tout à l'heure, Audrey parlait de l'importance de garder des preuves, et là, on est en plein dedans. Dans le débat au fond, il faut apporter des preuves. Alors, l'inconvénient que je vois également à l'assignation au fond, si on n'a pas pu préconstituer des preuves, c'est que le temps judiciaire est plus long parce qu'il y a le temps des affaires, le temps du business, lorsque vous produisez un service ou lorsque vous livrez une marchandise, et puis vous devez être réglé au bout de 30 jours, 60 ou 90 jours. Et là, le temps est un peu moins tenable, c'est-à-dire que le temps pour rendre une décision de justice au fond sera plus long. On peut parler parfois de mois, ce qui est quand même assez long lorsque l'on doit faire entrer de l'argent pour collecter le chiffre d'affaires en fin d'année. Il se peut également que selon la juridiction vers laquelle vous vous tournez ou le montant qui est réclamé, vous soyez obligé d'avoir affaire à un avocat également. Donc, il y a des frais de représentation qui viennent s'accumuler. Donc, ce qui peut être un peu embêtant, c'est pour pouvoir avoir une chance de recouvrer une somme, vous soyez d'ores et déjà obligé de devoir sortir de l'argent pour un avocat. Donc, c'est une bonne solution si votre créance n'est pas incontestable. Donc, je privilégierais plutôt l'ordonnance d'injonction de payer. Ensuite, il y a une troisième manière d'obtenir une décision qui est un peu montée à l'envers de ce que je viens de vous exposer. C'est dans les cas où votre débiteur est dans une situation presque obérée, financièrement parlant, économiquement parlant. Lorsque vous pensez ou vous savez, ou vous avez des éléments plus ou moins objectifs qui vous font penser qu'il va se vider de ses richesses ou qu'il va organiser lui-même son insolvabilité ou qu'il est à deux doigts de tomber dans une insolvabilité. Dans ce cas-là, on va pouvoir avoir recours à ce qu'on appelle aux mesures conservatoires. On va déposer une requête au juge pour lui demander d'être autorisé à tout de suite pouvoir procéder à une mesure conservatoire sur un des actifs de votre débiteur pour pouvoir immédiatement le saisir
Et dans un délai de 30 jours, on assignera au fonds pour obtenir une décision de justice qui viendra valider le fait qu'il fallait immédiatement saisir et figer cette situation. Donc ça, c'est un cas un peu plus rare, mais on est sur des cas, tout à l'heure Audrey parlait de sociétés qui peuvent se retrouver en difficulté, ou de débiteurs en règle générale qui se retrouvent en difficulté. Bien évidemment, dès lors qu'on est en procédure collective, c'est-à-dire une sauvegarde, un redressement, une liquidation, cette mesure conservatoire sera interdite, mais il se peut qu'il y ait de nombreux mois ou de nombreuses semaines avant que cette procédure collective soit ouverte par un tribunal et que l'on ait déjà connaissance de cette difficulté financière. Dans ce cas-là, il faut agir assez rapidement pour pouvoir faire prévaloir votre créance et être servi en premier, si je puis dire, parce que vous n'êtes certainement malheureusement pas le seul et l'unique. Donc, il faut pouvoir vous préserver et sauvegarder vos droits dans les meilleurs délais. Entendu. Donc, si j'ai bien compris, Olivier, entre ces trois options, le plus optimal, le plus courant pour un auto-entrepreneur, ce serait donc l'injonction de payer? Exactement. C'est vraiment la procédure que je préconise et mais qui est aussi la plus simple de manière objective, et la plus simple, et la moins onéreuse, et la plus facile pour pouvoir obtenir très rapidement, encore une fois, 3 à 4 semaines pour du temps judiciaire, c'est assez court, pour obtenir une décision de justice. Entendu. J'avais une petite question d'Emmanuel qui demandait peu onéreuse, c'est-à-dire, on est dans quelle fourchette de prix? Alors, le dépôt de la requête en injonction de payer n'est payant que si vous passez par un professionnel du droit ou un cabinet qui facture cette prestation. Mais on parle d'environ 52 € hors taxe, je crois, ce qui est une somme malgré tout assez modeste pour pouvoir obtenir le paiement enfin, au moins obtenir une décision de justice dans un premier temps. Voilà. Entendu. Eh bien, on va donc passer à la procédure d'exécution à présent. Oui, alors, je vais détailler la procédure d'injonction de payer. Donc, celle dont je vous ai parlé en premier. Donc, on va remplir la requête sur laquelle, donc, je vous disais, on va identifier le créancier. Donc, si c'est une personne physique, il faudra rentrer toute une série d'éléments relatifs notamment à son nom, prénom, date et lieu de naissance, l'exercice de sa profession. Si c'est une personne morale, on rentrera son RCS tout simplement. Pour le débiteur, on va faire exactement la même chose. Et c'est à ce moment-là où il faudra avoir le plus d'éléments, c'est lorsque vous allez justifier votre créance. Donc, vous indiquerez très simplement dans la requête j'ai fourni telle prestation, j'ai livré telle marchandise. Et là, à l'intérieur, vous mettrez le devis signé ou le contrat ou la demande de devis et ensuite la réponse que vous avez faite en disant voici la prestation que j'offre. Et ensuite, l'accusé réception, soit du service ou du bon de livraison. Vous mettrez également à ce moment-là la première relance amiable dont nous parlait tout à l'heure Audrey. Et si vous l'avez fait, je vous encourage à le faire, la mise en demeure avec accusé de réception. Parce que, comme le disait tout à l'heure Audrey, il faut toujours prioriser le recouvrement amiable et les juges n'aiment pas que l'on vienne demander directement une décision de justice contre un débiteur si on n'a pas tenté au préalable d'obtenir le recouvrement de manière amiable, ce qui d'ailleurs peut paraître assez logique. Donc, on viendra prouver que l'on a tenté de recouvrer de manière amiable cette créance. Donc, l'outil parfait, c'est la mise en demeure avec accusé de réception. Bien évidemment, si vous ouvrez un délai de 8 jours, par exemple, dans votre mise en demeure, vous attendez que le délai de 8 jours soit écoulé, puis vous attendez d'obtenir le petit papillon rose de la poste. Faut pas non plus prendre les pieds dans le tapis et aller un petit peu trop vite. Donc, vous déposez ensuite ce dossier complet à la juridiction compétente, dont vous a parlé tout à l'heure Audrey, qui peut être une juridiction civile ou une juridiction commerciale. Vous adressez tous ces documents au greffier. Le greffier va les montrer au juge qui rendra sa décision. Dans 90% des cas, dira que effectivement la créance est incontestable et condamnera votre débiteur au paiement de cette somme. Alors, pourquoi je dis 90% des cas? Parce que si vous n'avez pas satisfait aux obligations dont on vient de parler en matière de preuve, il est logique qu'il rejette la demande parce que si vous ne rapportez pas que la créance est due de manière incontestable, il ne vous octroiera pas la condamnation, ce qui est normal. Et il y a également le cas où vous auriez utilisé cette procédure d'injonction de payer alors que vous avez une créance qui est un peu contestable, type assignation au fond. Dans ce cas-là, il rejettera en indiquant
qu'il est préférable de saisir le juge du fond. Donc, il vous aiguille pour ensuite saisir la bonne juridiction. Ensuite, il vous enverra l'ordonnance d'injonction de payer, qui est un document normé avec le cachet du tribunal, où il indique que lui, est qualité de juge, il condamne X à vous payer, vous, Y, telle somme. Il fera courir également les intérêts légaux, les intérêts de droit. Si vous avez demandé également des accessoires, tout à l'heure, j'entendais une personne qui posait une question sur des pénalités. Si elles sont prévues au contrat, c'est le moment de les demander. Et puis, si vous avez exposé des sommes pour pouvoir recouvrer, obtenir le recouvrement de votre créance, c'est le moment également de les demander. Donc, typiquement, alors on parle d'une petite somme, mais si demain vous êtes amené à faire beaucoup de recouvrements, c'est important. Si vous avez dépensé 5,50 € à la poste pour envoyer votre lettre recommandée, vous pouvez également demander à ce que le débiteur soit condamné avec cette somme. Une fois que vous recevrez votre ordonnance d'injonction de payer, pour la rendre opposable au débiteur, il faudra la faire signifier par un huissier de justice, car jusqu'à maintenant, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais il faut bien se dire qu'on est sur une procédure non contradictoire. Donc depuis le début, vous avez collecté les pièces pour pouvoir prouver que votre créance est due, vous avez déposé le dossier au tribunal, le juge va condamner votre débiteur, et à aucun moment le débiteur n'a été appelé. Et pourquoi c'est assez extraordinaire, exorbitant du droit habituel procédural français, c'est parce que votre créance est incontestable que le juge va autoriser cette condamnation en l'absence du débiteur. C'est pour ça qu'on dit que c'est une procédure non contradictoire. Et que dès lors qu'il aura un doute sur la réalité de la contestation ou pas de cette créance, il renverra au fond pour offrir un débat contradictoire. Donc, c'est au moment où on rend la décision qu'on fait signifier par un huissier pour alerter le débiteur qu'on a obtenu une décision de justice contre lui. En plus de ça, on lui ouvre également un délai d'1 mois pour s'opposer à la décision s'il avait des moyens légaux, j'entends, de faire valoir que soit cette somme n'est pas due ou soit qu'il l'aurait payée. Tout à l'heure, Audrey parlait des raisons pour lesquelles des créances n'étaient pas réglées. Et elle disait que la plupart du temps, c'est parce que ça n'est pas arrivé sur le bon bureau de la comptabilité ou parce que c'est un oubli. Là, il se pourrait malheureusement qu'en même temps, concomitamment à la prise d'une décision auprès du tribunal, le chèque ait été envoyé plus tôt ou le virement a été fait mais sur un mauvais compte. Ça pourrait être un moyen légal pour le débiteur de se dire « je m'oppose parce que pour moi, j'ai réglé ». Voilà. Donc, c'est de cette manière-là qu'on obtient une ordonnance d'injonction de payer et c'est ce cheminement-là que prend cette procédure qui, encore une fois, somme toute, est assez courte, je rappelle, environ 4 semaines. Entendu. Eh bien, merci pour ces précisions sur la procédure d'injonction de payer. On passe maintenant à la dernière phase, donc la procédure d'exécution. Exactement. Alors, la procédure d'exécution, ça va être avoir recours au service d'un huissier de justice pour obtenir le paiement de manière forcée de votre créance qui, je vous le rappelle, en phase amiable a été échouée. Vous avez donc obtenu une décision de justice qui condamne votre débiteur. Et malgré la signification de la décision que vous lui avez faite, votre débiteur est retors, il ne veut pas régler, ou il ne veut pas, il ne peut pas, ou il se tait, il est taisant. Dans ce cas-là, on va avoir recours au service d'un huissier qui va venir aller chercher un actif de votre débiteur dans son patrimoine pour le contraindre à payer. Alors, là, c'est assez abstrait. Je vais vous donner 2 exemples assez simples. Il va y avoir d'une part le blocage de compte bancaire qu'on appelle saisie-attribution, ou une autre procédure assez connue aussi, ça va être la saisie-vente au domicile, qui est la saisie des meubles, ou sinon également la saisie du véhicule. Ce sont des choses assez parlantes. Alors, il y a toute une série de procédures que l'on peut mettre en œuvre. Je vais vous parler des principales, et puis celles aussi qui, en droit de l'exécution, sont certainement les plus efficaces pour les créances que vous aurez à recouvrer, car on ne parle pas non plus de créances de montants très importants qui nécessiteraient, par exemple, de prendre une hypothèque sur un bien immobilier, ça pourrait être disproportionné. Donc, on va plutôt se concentrer sur la procédure la plus efficace, qui est la procédure dite de blocage de compte, techniquement la saisie-attribution. Alors, en quoi elle consiste? Elle va consister à aller voir la banque du débiteur, entre les mains desquelles il a ouvert un compte, pour pouvoir bloquer cette somme. Alors, comment on obtient, vous allez me dire immédiatement, comment obtient-on l'adresse de la banque, la connaissance des coordonnées bancaires de la banque? 2 manières. Tout d'abord, dans votre relation contractuelle que vous avez, dans votre relation d'affaires que vous avez avec votre débiteur, ce genre d'éléments, ce genre d'informations, vous êtes amené à l'avoir à un moment ou à un autre. Donc, c'est important de toujours collecter ces éléments. Tout à l'heure, Audrey parlait des règles d'or. Dans les règles d'or, elle disait toujours bien connaître son débiteur.
enfin au moins dans la relation contractuelle avant qu'il devienne un débiteur, mais toujours bien le connaître. Ça fait partie aussi des choses que vous devez savoir, des choses que vous devez essayer d'égrener. Si à un moment, il vous règle une première facture par chèque, vous avez une copie du chèque. S'il y a un RIB qui est transmis, vous avez copie d'un RIB. Ou si dans une conversation, il vous dit moi, j'ai mes comptes dans tel établissement bancaire, il faut le noter, tout simplement. Le deuxième moyen, si vous n'avez pas cette information-là, ou si vous l'avez mais il s'avère qu'elle est erronée, parce que parfois on change d'établissement bancaire, l'huissier est autorisé, en vertu de la décision de justice, à interroger une cellule du ministère de l'économie qui s'appelle le FICOBA, Fichier des comptes bancaires. C'est un fichier qui répertorie toutes les ouvertures de comptes bancaires qui sont faites dans un délai de 3 mois. Donc, n'importe quelle personne en France, personne morale ou personne physique, dès lors qu'elle ouvre un compte bancaire, elle est répertoriée sur ce fichier FICOBA. Donc, nous, on va pouvoir obtenir la communication de ces fichiers et on pourra même faire une comparaison, on pourra confronter avec les informations que vous avez. S'il se trouve que c'est des informations que vous avez déjà, bingo, ça veut dire que c'est la bonne banque. Si c'en est une autre, ça veut dire que votre débiteur a ouvert un autre compte sur un autre établissement bancaire. Dès lors que l'on a connaissance de cet établissement, nous allons nous présenter, alors c'est dématérialisé, hein, nous allons nous présenter entre les mains de cet établissement et remettre un procès-verbal de saisie-attribution qui va, au jour J, au moment T, acter de la créance qui vous est due, et du coup, on va bloquer le compte. On va bloquer le compte s'il y a de l'argent sur le compte, bien évidemment. Donc, cette somme sera réservée sur un compte d'attente, et on va ensuite, dans un délai maximum de 8 jours, informer le débiteur qu'on lui a bloqué son compte. Alors, vous allez me dire, on l'informe quand même souvent, ce débiteur. Mais c'est normal parce que dans les procédures civiles d'exécution, le droit de l'exécution, le débiteur a toujours la possibilité de contester. Alors, non pas de contester la réalité de la créance, parce qu'il a déjà été condamné par un débiteur, mais il va pouvoir contester l'exécution de la créance. C'est-à-dire, si je fais mal mon travail, dans ce cas-là, il pourra aller voir un juge qui s'appelle le juge de l'exécution et dire « Attention, moi je suis un homonyme, je ne suis pas monsieur Y, je suis monsieur X, donc on a bloqué mes comptes à tort. » Ou il pourra également contester en disant que entre le moment où on a obtenu la décision de justice et le moment où on a bloqué son compte, il s'avère qu'il a payé le créancier et que dans ce cas-là, la saisie n'a plus lieu d'être. Donc, c'est le lieu commun du droit de l'exécution. Le débiteur a toujours la possibilité de pouvoir contester sur des motifs de ce genre, bien évidemment. En aucun cas, on vient remettre en cause le fait de la réalité établie de votre créance qui a été constatée par une décision de justice. Dès lors qu'on a averti notre débiteur qu'on a bloqué son compte, on laisse passer un délai d'1 mois et s'il n'a pas contesté, dans ce cas-là, on demande à la banque le paiement de la somme. Donc, c'est une procédure assez efficace car en environ 5 semaines, on obtient le paiement de la somme que vous avez obtenue par une décision de justice. Donc ça, c'est un délai assez court. Et puis après, il existe d'autres procédures que l'on va plutôt utiliser à la marge. La procédure la plus courante, la plus efficace et la moins onéreuse, c'est bien évidemment la procédure de saisie-attribution. J'attire aussi votre attention sur un point. Quand je dis la moins onéreuse, c'est lorsque vous aurez obtenu votre décision de justice qui condamne votre débiteur à votre créance, vous aurez également demandé sa condamnation aux dépens à venir. Les dépens à venir, ce seront les sommes que vous allez mettre sur la table pour pouvoir obtenir le paiement, y compris les frais de justice et les frais d'huissier. Donc cette procédure sera en réalité payée par votre débiteur. C'est le prix à payer du retard de l'argent, bien évidemment. Entendu. Je vais prendre une question d'Emmanuel qui nous dit « Il y a parfois des cas assez compliqués, mauvaise foi du client, preuve douteuse. À qui s'adresser pour savoir si c'est une procédure d'injonction de payer ou une assignation au fonds ?» Alors, à qui s'adresser? Ça va dépendre, premièrement, de la nature des pièces que vous avez. Je reprends ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Si vous avez une créance incontestable, on ira plutôt sur une injonction de payer. Si vous avez effectivement, alors je pense comprendre ce qu'il vient de dire en parlant de la mauvaise foi, c'est si effectivement vous avez des éléments qui peuvent paraître incontestables, mais votre débiteur a envoyé un mail ou a fourni des écrits sur la base de la mauvaise foi, on privilégiera plutôt dans ce cas-là une assignation au fond. Le juge, lorsqu'il juge et qu'il tranche une affaire, il la tranche aussi selon les personnes qui sont en face de lui et des pièces qui lui sont remises. Et il a l'habitude de juger, c'est son métier. Donc, il verra assez facilement si quelqu'un essaie de faire passer pour la vérité des choses qui sont fausses, tout simplement. Entendu. Je pense que ça répond à la question d'Emmanuel. Eh bien, merci pour toutes ces explications, Olivier.
Comme dit en début de webinaire, après être rentré dans l'aspect technique des procédures du recouvrement, il existe des solutions simples pour se faire accompagner sur ce sujet. Et justement, Audrey, eh bien, pourquoi se faire accompagner par un cabinet de recrutement et comment se met en place le processus de recouvrement chez iRecouv? Alors, en fait, ce qu'on a constaté avec notre partenaire, le portail auto-entrepreneur, c'est que souvent les auto-entrepreneurs, et c'est valable pour les auto-entrepreneurs, mais c'est aussi valable pour les gérants de petites sociétés, ou en tout cas quand il n'y a pas de service comptable, quand il n'y a pas de directeur financier, ou en tout cas de service juridique, qu'on peut être un petit peu perdu et un peu décontenancé par rapport à une situation d'impayé. Déjà et d'une parce que quand on est auto-entrepreneur, on a une trésorerie, il y a un plafond. Donc la trésorerie d'un auto-entrepreneur, c'est pas la trésorerie d'une grosse entreprise qui a la capacité de pouvoir subvenir, en tout cas combler tous ces impayés. Et donc il faut agir assez rapidement, il faut agir vite, et faut aussi faut aussi se concentrer sur son activité. Quand on est auto-entrepreneur, on est seul dans son activité. On n'est qu'une personne qui fait tout et c'est difficile d'être un peu au four et au moulin, si je puis dire. Donc, c'est d'où là l'intérêt du cabinet de recouvrement. D'une, de gagner du temps. Deux, de prévenir les risques liés à la prescription parce que il ne faut pas oublier que les factures ont une prescription au bout de 2 ans. En tout cas, quand vous êtes dans une relation quand vous êtes dans une relation commerciale avec votre client, au bout de 2 ans, votre facture, vous ne pouvez plus la recouvrer. Donc, c'est vraiment important de prendre les choses dans les temps et de ne pas se laisser prendre par les délais. Par ailleurs, l'intérêt du cabinet de recouvrement, il faut pas le négliger, c'est d'essayer de préserver la relation commerciale avec son débiteur. Parce que quand on va réclamer un paiement à un débiteur, c'est jamais très simple. Alors au début, on va se dire ok, on va envoyer une relance ou on va appeler son débiteur et puis on va lui dire ah, quand est-ce que tu peux me payer? Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, on voit que le débiteur ne paye pas. Et là, on commence à être embêté parce qu'on ne sait pas vraiment comment l'aborder. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit lui envoyer comme courrier. On ne sait pas ce qu'on doit indiquer dans le courrier. Donc, c'est là tout l'intérêt du cabinet de recouvrement. C'est justement de pouvoir, nous, on fait notre métier. C'est notre métier. On le traite tous les jours. On fait du recouvrement tous les jours. Donc, on sait exactement déjà comment s'adapter à la psychologie du débiteur, mais aussi comment rédiger des courriers de relance, comment faire des mises en demeure. On est là aussi pour faire attention à collecter toutes les preuves avec vous, mais aussi voir qu'il n'y ait pas de risque lié à la prescription, que la société n'est pas en liquidation ou recouvrement judiciaire. On fait tout ce travail pour pas que vous ayez justement à paniquer par toutes ces questions ou les oublier tout simplement et au final arriver en procédure judiciaire avec aucun élément. Donc, en fait, c'est vraiment enlever cette charge mentale aux auto-entrepreneurs qui peuvent, eux, bien se concentrer sur leur activité, si j'ai bien compris. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et généralement, d'ailleurs, les cabinets de recouvrement, en règle générale, dans 90%, arrivent à recouvrer en phase amiable. C'est les chiffres de la FIGEC, donc c'est des chiffres qui montrent que c'est un partenaire utile dans cette relation d'impayé. J'en profite également, Audrey, pour m'adresser aux clients du portail auto-entrepreneur. Ouais. On a une bonne nouvelle également à vous annoncer parce que vous avez un accès simplifié à iRecouv qui se trouve directement au sein de notre outil de gestion et ainsi, elles peuvent facilement en fait, lancer la procédure de recouvrement. Oui, exactement. Alors en fait, au sein de l'outil Portail, on a voulu donner la possibilité aux auto-entrepreneurs de Portail de lancer facilement le recouvrement parce qu'il faut savoir que quand on lance un recouvrement, il y a tout un tas d'informations à fournir et l'avantage de passer par l'outil de facturation de Portail, c'est que toutes ces informations sont déjà pré-remplies puisque vous avez fait vos factures à l'intérieur. Donc, nous, on a déjà toutes ces informations en un clic. Vous avez juste à signer le mandat que vous signez de manière digitale parce que, bien évidemment, iRecouv a besoin d'un mandat. On ne peut pas faire du recouvrement comme ça. C'est
une activité réglementée. Donc, on fait les choses dans les règles et donc, vous avez juste à signer un mandat de manière digitale sur votre pad et ça va bien. Et tout se passe bien. Et puis après, quand vous obtenez, si vous obtenez le paiement, vous avez juste à indiquer que vous avez obtenu le paiement dans l'outil de facturation. Il y a un petit bouton qui va s'allumer aussi et juste à indiquer que vous avez obtenu le paiement et nous, derrière, on en prend note. D'accord. Voilà. J'en profite également. D'ailleurs, pour tous les participants de ce webinaire, on a pensé à vous. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons en fait vous partager le lien du guide du recouvrement qui a été concocté en fait par les équipes d'e-recouvre. Donc, on vous laisse le lien, on vous l'a mis dans le chat. N'hésitez pas à le télécharger et le partager. Et ça reprendra justement toutes les notions essentielles qu'on a pu évoquer pendant ces échanges. Ce que je vous propose maintenant, Audrey, Olivier, ça va être de passer au temps de questions. Oui. On a eu des questions tout au long de ce webinaire. On va revenir un petit peu en arrière et les mettre en avant pour qu'elles s'affichent pour tous. On va prendre la première question du coup d'Emmanuel qui a posé beaucoup de questions. Donc, preuve que c'est un vrai sujet, les impayés et le recouvrement. Je rebondis sur sa dernière question en attendant. Emmanuel demande, est-ce qu'avant de faire appel à vos services payants, vous pouvez conseiller sur la procédure de recouvrement à suivre au regard des éléments collectés de mon côté? Est-ce que c'est possible pour nous, Audrey? Alors, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Nicolas, la question? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'avant de faire appel à vos services payants, vous pouvez conseiller sur la procédure de recouvrement à suivre au regard des éléments en fait, que la personne va te transmettre? En fait, nous, par rapport donc la personne qui lance le recouvrement, donc si vous lancez le recouvrement directement par portail, vous signez le mandat de recouvrement, donc vous rentrez directement dans le recouvrement. Ceci dit, nous, on est aussi disponible par téléphone, par mail, pour conseiller sur la procédure à adopter. Mais de toute façon, dans tous les cas, quand on part dans du recouvrement, il y a toujours cette phase amiable qui ne peut pas être, on ne peut pas faire sans cette phase amiable. Donc, faut forcément passer par la phase amiable. Et ensuite, une fois qu'on a fini la phase amiable, bien évidemment, c'est là qu'à ce moment-là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va, quelle voie on privilégie en termes de procédure judiciaire? Donc voilà. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on finit une phase amiable qu'on est obligé de lancer sur la procédure judiciaire. On a aussi des créanciers qui, pour diverses raisons, n'ont pas envie de poursuivre avec la phase judiciaire. Et dans ces cas-là, on arrête on clôt la phase amiable, mais on ne poursuit pas par une phase judiciaire. Entendu. Je vais prendre une question de Tan Shui, j'espère bien prononcer le prénom. Quand vous dites qu'au bout de 2 ans, on ne peut plus récupérer sa créance, est-ce qu'on a 2 ans au total ou 2 ans pour commencer les procédures? Peut-être je me tourne vers vous, Olivier. Oui, bien sûr. Alors, les 2 ans, c'est un délai de prescription. Et vous verrez parfois donc, ce terme et vous verrez également forclusion. Alors, il faut que je vous dise un petit mot de la différence entre les deux. Les deux viennent sanctionner le défaut d'agir le défaut d'agir, de réaliser l'action dans un temps qui est donné. La seule différence, c'est que la forclusion va venir éteindre l'action en justice, alors que la prescription va venir sanctionner le fait de ne pas avoir agi dans un temps, mais pas forcément pour une action en justice. Et pour répondre à la question de Tan, la forclusion ne peut pas être interrompue, alors que la prescription peut être interrompue par un acte interruptif de prescription. Donc, sur le principe, effectivement, elle a 2 ans à compter du moment où elle émet sa facture pour pouvoir la recouvrer. En revanche, s'il y a eu un acte interruptif de prescription ou suspensif, ça peut être une suspension également, dans ce cas-là, le délai peut courir de nouveau à compter de cet acte soit suspensif ou interruptif. Entendu. Toujours Tan qui nous demandait, dans le cas d'une créance auprès d'un débiteur qui cache son argent, moins de 2 € sur le compte en banque lors d'une saisie d'attribution, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, dans ce cas, il convient effectivement de se poser la question de savoir si le débiteur n'a pas organisé son insolvabilité. Et on a quand même quelques petits éléments en qualité d'huissier de justice qui nous permettent d'avoir accès à des informations qui normalement ne sont pas communiquées. Donc, il y a dans un premier temps la cellule FICOBA dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet quand même de recenser l'ensemble des comptes bancaires du débiteur.
Il y a également, dans ce cas-là, des informations qu'on peut demander à des organismes sociaux qui sont collectés. Donc, je vais vous les lister. Il y a notamment la Caisse d'allocation familiale, il y a le Fisc français, il y a les CPM, il peut y avoir Pôle emploi. Enfin, il y a différents organismes que l'on peut directement, questionner. Et ils sont tenus de nous apporter une réponse. Ces éléments sont d'ordre très simple, ça va être encore une fois les coordonnées bancaires, ça peut être le patrimoine immobilier, et ça peut être également s'ils exercent ou pas une activité professionnelle, et si oui, chez qui. Il faut bien se dire que votre débiteur n'est pas forcément lui-même un auto-entrepreneur. Il peut également avoir une activité salariée. Si il a également une activité salariée, on peut aller voir son employeur et lui demander dans ce cas-là d'aller chercher également une partie du salaire directement comme un prélèvement à la source, si vous préférez, ça s'appelle une saisie des rémunérations. Donc il existe plusieurs procédures qui nous permettent de pouvoir contraindre le débiteur. Il faut bien se dire que la saisie-attribution dont je vous indiquais qu'elle était la plus répandue et la plus efficace n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du droit de l'exécution et qu'il existe différentes procédures qui nous permettent de pouvoir obtenir le paiement, ou si on n'obtient pas le paiement, il faut se dire que ce n'est pas forcément un échec parce que ça peut être également une mise en pression du débiteur pour obtenir au final soit un paiement en une ou deux fois ou un paiement spontané, parce que si un huissier vient commencer à aller chercher chez l'employeur, sur le compte bancaire ou sur la voiture, au bout d'un moment, il va peut-être se dire, il faut peut-être que je commence quand même à régler ma dette. Voilà. Entendu. J'ai une question de Sabrina qui demandait comment envoyer une relance au départ par courrier avec accusé de réception obligatoire. Non, je pense que c'est plus pour Audrey. Ouais. Alors, en fait, la mise en demeure, obligatoirement, il faut un accusé de réception. Ça, il y a vraiment, si on va en voie judiciaire, il nous faut automatiquement un accusé de réception signé. Donc, la mise en demeure, oui, elle se fait par accusé de réception. Pour les courriers de relance, on peut faire un courrier simple. Il y a pas d'obligation de faire un accusé de réception. On peut garder l'accusé de réception pour la mise en demeure. Et ça qui m'amène sur un autre court sujet qui est de bien identifier où habite son débiteur, parce que ça arrive que le débiteur change d'adresse. Ça arrive que il ne donne pas la bonne adresse. Donc c'est important de bien connaître l'adresse du débiteur, et c'est toujours dans l'optique de se renseigner sur son débiteur. Faire un peu l'espion, mais c'est ce qui permet d'obtenir le paiement, en tout cas de connaître un peu comment il fonctionne. Entendu. Je vais prendre. Et aussi, je coupe. Il y a des débiteurs de mauvaise foi, mais il y a aussi des débiteurs de bonne foi. C'est pas, il n'y a pas un schéma type de débiteur, et il y a aussi des débiteurs de bonne foi, et c'est pour ça que c'est vraiment important de préserver la relation commerciale, parce qu'il y a des débiteurs de bonne foi, et donc c'est pas parce qu'on va relancer qu'on va forcément enfreindre la relation. Entendu. Je vais prendre une dernière question d'Emmanuel, que j'invite les autres personnes nous posant des questions, nous y répondrons par mail ultérieurement. Je pense qu'Audrey, on pourra revenir vers eux. Elle nous demande sur sa facture, il est écrit payable sous 30 jours, mais sur la commande en fait de son client, il est écrit 45 jours fin de mois. À quoi est-ce qu'elle doit s'en tenir? Alors ça, c'est une bonne. Alors, il me semble que le 45 jours fin de mois, c'est le 30 jours du mois suivant. Enfin, il faut. Il me semble. Alors, c'est vraiment à confirmer. Hein. On peut prendre la question de côté et revenir vers elle par email une fois qu'on aura fait les vérifications. Je pense qu'on reviendra par email. Mais pour le coup, là, c'est les intervenants de portail pour répondre à cette question. Entendu. Je rappelle encore une fois, avant de conclure, n'hésitez pas à télécharger le guide du recouvrement qui a été fait par les équipes d'Audrey, concocté spécialement. On revient sur beaucoup de notions qui ont été abordées lors de ce webinaire. Est-ce que vous avez un dernier mot également, Maître, Audrey, avant de commencer
Oui, parce que mon dernier mot, ce serait effectivement qu'il ne faut pas laisser tarder les factures impayées. Je sais que lorsque l'on est, étant moi-même libéral, lorsque l'on est auto-entrepreneur, on a mille et une choses auxquelles il faut penser. Il faut pas négliger cet aspect-là. Lorsqu'on travaille, c'est pour être réglé, tout simplement. Donc, il faut tout le temps continuer. Il faut initier les choses. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider, faites-vous guider. C'est très, très important. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir recours à la justice. C'est un service public qui est accessible à tout le monde. Souvent, on se dit, mince, je vais quand même pas aller saisir un juge pour obtenir le paiement de ma facture, mais je vous y invite fortement à y aller. D'une part, pour le paiement du travail que vous avez effectué. D'autre part, pour envoyer également un message à votre débiteur. C'est-à-dire que lorsqu'on ne paye pas la facture avec vous, alors qu'on est en lien d'affaires, vous allez voir le juge parce que c'est normal. Et puis parce que ça va rendre quand même un certain lien plus fort avec les personnes qui ont confiance dans ce que vous faites. Donc, je vous invite à aller au fond des choses et de vous faire aider par une société de recouvrement et de prendre les bons conseils là où ils sont. Voilà ce que je voulais vous dire. Entendu. Audrey, ton dernier mot? Mais mon dernier mot, ça rejoindrait un petit peu ce que Olivier a dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, le droit est relativement bien fait. Il offre quand même énormément de possibilités. Et Olivier Cotinet l'a expliqué, c'est-à-dire que nous, en phase amiable, on essaye de faire le maximum et généralement, on a 90% de chances d'y arriver. Et après, sur le 10% de chances restant, ben, il y a la voie de droit. Et la voie de droit, en fait, aujourd'hui, elle est quand même relativement bien fait. Il y a ces 3 procédures qu'a décrites Monsieur Cotinet. Mais même quand ces procédures, quand on a des décisions de justice, derrière, même si on a peur que le débiteur soit insolvable, il y a aussi des procédures d'exécution qui permettent d'aller chercher l'argent. Donc, quand le débiteur a pas envie de coopérer vraiment, faut aller jusqu'au bout et le droit est quand même bien fait. Et pour finir, c'est aussi dans cette dynamique que le législateur a prévu la possibilité de cette procédure de requête en injonction de payer, qui est une procédure simple. C'est parce que justement, il pensait à ces auto-entrepreneurs, à ces petites sociétés qui ont besoin de leur paiement. Et on est on est quand même dans une crise sanitaire. Et voilà, faut se faire payer. C'est vraiment important de pas lâcher. Que ce soit nous chez Recouv ou l'étude de Maître Cotinet, on est aussi là pour essayer de faire en sorte que vous arriviez à subsister tout au long de cette crise et puis après aussi. Entendu. Eh bien, écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Donc, dans un premier temps, moi, je vous remercie pour vos interventions. Maître Olivier Cotinet, je rappelle que vous êtes huissier de justice. Audrey Lagerqvist, donc responsable de la plateforme e-Recouv. Je vous invite à tous nos viewers actuels à visiter le site d'e-Recouv. Merci pour vos interventions et nous remercions bien évidemment toutes les personnes qui ont posé des questions. Si vous avez d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de venir nous les poser au sein de la communauté des auto-entrepreneurs. C'est avec plaisir que je vais les transférer aux équipes d'e-Recouv. Ce webinaire, bien évidemment, sera disponible en replay sur tous les réseaux sociaux du portail auto-entrepreneur très prochainement. Donc, je vous invite à le repartager cette information aux autres auto-entrepreneurs et à toutes les personnes qui seraient intéressées. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Merci encore, Maître. Merci, Audrey. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous encore de nous avoir suivis ce soir. Et on vous retrouve à très bientôt sur tout le réseau. Au revoir. Au revoir.